Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Stephen Kinzer, auteur primé et correspondant étranger qui a travaillé pendant 20 ans pour le New York Times ainsi que pour le Boston Globe. Il est désormais chercheur principal à la Watson School for International Studies de l'Université Brown. Merci donc d'être avec nous. J'avais hâte de discuter non seulement de votre livre Overthrow, The History of U.S. Regime Change Operations, mais aussi de la manière dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui. C'est un livre plus ancien, certes, mais il reste chaque année tout aussi pertinent. Merci encore d'être venu. Eh bien, j'admire votre travail ainsi que celui de nombreux invités que vous avez mis en avant, donc je suis ravi d'être avec vous. Eh bien, merci beaucoup. J'apprécie cela. Dans Overthrow, vous retracez plus d'un siècle d'interventions. Je me demandais si vous pouviez exposer certaines de ces idées, l'histoire ainsi que l'évolution des opérations de changement de régime menées par les États-Unis et la manière dont elles ont été mises en œuvre au fil du temps. Les Américains ont toujours été une puissance expansionniste. C'est ainsi que nous sommes passés de l'Europe jusqu'ici, et c'est ce que les pèlerins ont fait lorsqu'ils ont quitté Plymouth pour Boston. Cet élan est donc profondément enraciné en nous. C'est ce même élan qui nous a poussés à tenter de réaliser ce que l'on appelait notre destinée manifeste. Notre destinée à occuper tout le continent nord-américain, de l'Atlantique au Pacifique. En 1890, le Bureau du recensement des États-Unis a déclaré que la frontière était fermée. L'Amérique du Nord avait été colonisée. En somme, nous avions accompli notre destinée manifeste. Nous avons alors dû nous demander, que faire désormais? Devons-nous nous consacrer à bâtir une société vertueuse dans l'espoir d'être un modèle pour le reste du monde? Ou bien, continuons-nous à faire ce que nous faisons depuis que nous sommes devenus un pays, et même avant, c'est-à-dire tenter de nous étendre vers d'autres terres? Or, il n'y avait jamais eu dans l'histoire du monde d'exemple d'une ancienne colonie devenue puissance colonisatrice, ce qui représentait donc un grand saut psychologique pour les Américains. La première véritable percée eut lieu à la fin du XIXe siècle, lors de ce qu'on appela la guerre hispano-américaine, et elle établit en réalité un modèle que nous avons suivi d'une certaine manière depuis lors. La guerre hispano-américaine commença comme une rébellion des Cubains contre la domination espagnole. Les Américains décidèrent d'envoyer des troupes pour aider les révolutionnaires cubains à renverser l'Espagne. À notre grande surprise, les révolutionnaires cubains se montrèrent réticents à accepter notre aide, car in was squirrel territory signifiait la présence d'une armée américaine sur leur sol. Ainsi, le Congrès des États-Unis adopta une loi appelée l'amendement Teller, par laquelle nous nous engagions à ce qu'au moment où la domination espagnole à Cuba serait renversée, les Américains rentreraient chez eux et laisseraient les Cubains disposer de leur propre île. Mais après l'expulsion des Espagnols, les États-Unis commencèrent à comprendre ce que les révolutionnaires cubains voulaient réellement. Ils désiraient une forme de souveraineté nationale susceptible d'entrer en conflit avec les intérêts économiques américains. Plus précisément, ils souhaitaient limiter la quantité de terres que les étrangers pouvaient posséder à Cuba. Cela touchait directement United Fruit et de nombreuses autres entreprises américaines. Ils voulaient également ériger une barrière tarifaire autour de Cuba afin de favoriser la production nationale. 90% des produits manufacturés à Cuba à cette époque étaient fabriqués aux États-Unis. Les Américains ont donc décidé d'ignorer cette promesse, ou en pratique de l'abroger, et d'imposer leur propre système de gouvernement à Cuba par un autre amendement appelé l'amendement Platt. C'est celui en vertu duquel nous permettons aux populations locales de gouverner, mais à condition qu'elles acceptent notre tutelle. Et cela est devenu un modèle.
Le fil conducteur, je pense, que l'on peut observer depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, c'est que les pays qui en ont fait les frais se caractérisent tous par la défiance. Ils ont tous refusé d'accepter le projet américain. L'exceptionnalisme américain nous dit que nous avons enfin réussi à découvrir la formule d'une vie heureuse et prospère sur Terre, et que nous voulons la partager avec les autres peuples. Nous voulons racheter le monde. C'est simplement une étape au-delà du protestantisme calviniste, qui voulait convertir les païens. Ainsi, cet instinct missionnaire, combiné à la vision que tout empire a de lui-même, celle selon laquelle nous sommes différents des autres empires que nous n'exploitons pas, a permis aux États-Unis de s'engager dans ce siècle de changement de régime. Et je vais vous dire, vous avez raison, ce livre Overthrow que j'ai écrit a été publié il y a plus de 10 ans, et soudain, il revient à la mode. Et je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé lorsque ce livre est sorti, et que je faisais ce que nous faisions à l'époque, une tournée de promotion. Ce livre raconte l'histoire de 14 fois où les États-Unis ont renversé des gouvernements étrangers. Donc je faisais mes conférences, et ensuite, très souvent, quelqu'un dans le public venait me voir et me disait « J'aime votre livre, mais vous en avez oublié un. Il y a un renversement dont vous n'avez pas parlé. » Et je demandais « Lequel ?» Et la personne répondait, selon son origine, « C'était mon pays, par exemple, le Portugal. » Que pensez-vous de la révolution des œillets? Tout cela a été planifié à l'ambassade des États-Unis, ou en Turquie, le coup d'État de 1980, voyons, cela venait de Jimmy Carter, ou encore la Grèce, les colonels, tout cela était un projet américain. Ainsi, même ceux qui ne figurent pas dans mon livre sont considérés par beaucoup de gens dans ces pays comme ayant été fomentés par les États-Unis. Il y a une vieille blague qui dit qu'il ne pourrait jamais y avoir de coup d'État aux États-Unis parce qu'il n'y a pas d'ambassade américaine là-bas. Mais il est certain que les États-Unis, sur une plus longue période que n'importe quel autre pays, sont intervenus dans davantage de nations plus éloignées de leur propre côte que quiconque. Eh bien, lorsque vous avez mentionné cette idée de destinée manifeste poussant vers l'Ouest jusqu'au Pacifique, je pensais à Frederick Turner et à ce qu'on appelle la thèse de la frontière. Il avait formulé cette thèse très influente en 1893. L'argument était que la frontière, à mesure que les États-Unis s'étendaient vers l'Ouest jusqu'au Pacifique, avait une influence profonde sur l'économie, l'identité et l'état d'esprit américain. Elle a contribué à façonner la démocratie en favorisant l'indépendance et l'autonomie. Elle a créé un caractère américain très particulier, rendant les Américains plus inventifs, individualistes et optimistes quant à l'avenir à mesure que de nouvelles terres étaient découvertes. C'était une soupape de sécurité, car les tensions sociales et économiques pouvaient s'y relâcher, à la frontière. La principale préoccupation dans la thèse de la frontière, telle qu'elle est revenue dans les années 1890, était de savoir ce qui se passerait une fois que nous aurions atteint le Pacifique et qu'il n'y aurait plus de frontières. Eh bien, à ce moment-là, cela a très opportunément coïncidé avec la guerre hispano-américaine de 1898. Ensuite, bien sûr, les États-Unis ont acquis des possessions coloniales, dont les Philippines. Mais il semble que cette idée puisse être importante dans la mesure où elle véhicule cette notion d'expansion, comme la destinée manifeste, de diffusion de la civilisation. C'est quelque chose qui s'est également maintenu dans la politique étrangère américaine. Elle conserve cet objectif plus vaste dans le monde, transformer le monde, en quelque sorte comme les États-Unis se sont transformés eux-mêmes lors de la Révolution. Mais penses-tu que cela soit principalement motivé par tous ces changements de régime? Car on ne voit pas cela chez d'autres pays. Est-ce surtout idéologique, d'ordre économique, de sécurité? Quelle est la meilleure
meilleure façon de comprendre cela. Depuis une centaine d'années ou plus, les États-Unis sont essentiellement une puissance révolutionnaire dans le monde. Nous ne sommes pas une puissance du statu quo. Nous voulons changer les choses. Nous pensons avoir une formule qui convient aux autres, ou du moins nous nous convainquons que c'est pour cette raison que nous agissons ainsi. Aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile pour de nombreux Américains d'imaginer un monde que les États-Unis ne dominent pas. Rien de tel n'existe dans notre mémoire vivante, et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes si déstabilisés en ce moment. Vous avez mentionné les facteurs économiques. Il est très difficile de séparer les aspects économiques des aspects géostratégiques. Quand j'examine les coups d'État qui ont eu lieu pendant la guerre froide, j'en viens à la conclusion que les États-Unis n'interviennent pas réellement pour protéger les intérêts des entreprises. Mais les entreprises jouent un rôle essentiel dans le déclenchement des interventions. Cela fonctionne à peu près ainsi. Une entreprise opérant dans un pays étranger estime qu'elle est maltraitée, abusée, trop imposée ou soumise à une réglementation qui ne lui plaît pas, et elle s'adresse au gouvernement américain pour se plaindre. Ensuite, dans le processus décisionnel, à la Maison-Blanche, si l'on veut le dire ainsi, la motivation commence à se transformer, à évoluer. L'attitude devient quelque chose comme ceci. Lorsque nous regardons un pays comme le Guatemala en 1954, nous n'intervenons pas pour protéger la United Fruit Company. Mais le fait que le gouvernement du Guatemala s'en prenne à la United Fruit Company ou la prenne pour cible nous montre que ce gouvernement doit être un ennemi pour nous et qu'il est probablement un instrument de nos rivaux mondiaux. Par conséquent, nous intervenons pour des raisons de sécurité. Mais le pays dans lequel nous intervenons n'aurait jamais attiré l'attention de Washington s'il n'y avait pas eu de conflit d'intérêts économique. Il ne fait aucun doute que les débuts de l'expansion américaine à l'étranger, à partir de 1888, avec la prise des Philippines et d'autres territoires, avaient une motivation profondément économique. Lorsque vous parcourez les journaux de cette époque, à la fin du 19e siècle, vous verrez qu'ils regorgent de ce mot. Ils parlaient d'excédent. Que faire du surplus? Les Américains avaient alors maîtrisé les techniques de production agricole et de production industrielle de masse, et ils produisaient plus que ce que les États-Unis pouvaient absorber. Cela provoquait de graves bouleversements économiques. Nous avons connu une panique majeure en 1893, et il est devenu évident, comme le disaient les membres du Congrès de tous les États producteurs, que nous avions besoin de marchés étrangers. À cette époque, on ne pouvait pas simplement faire naviguer son navire autour du monde et vendre à qui l'on voulait, car les puissances européennes avaient toutes des colonies, et ces colonies ne pouvaient commercer qu'avec la métropole. Ainsi, si l'on voulait des partenaires commerciaux, il fallait s'emparer de territoires. Et c'est ce que les États-Unis ont fait, par exemple aux Philippines, comme tremplin vers le marché chinois, cette grande et tentante Fata Morgana. On publiait des articles sur la quantité de viande que nous pourrions vendre aux Chinois si nous parvenions à leur faire manger du bœuf, sur la quantité de coton que nous pourrions leur vendre s'ils fabriquaient leurs vêtements en coton. Toute cette effervescence passionnée de la fin du 19e siècle a donc conduit inévitablement à une expansion à l'étranger, essentiellement comme moyen d'exporter nos problèmes sociaux en même temps que nos produits. Eh bien, en quoi ont-ils été menés différemment? Parce qu'au départ, quand on pense à un changement de régime ou à un coup d'État, il est très difficile de ne pas penser à l'armée, que ce soit au Guatemala en 1954 ou en Iran en 1953.
Mais à des époques plus récentes, du moins après les années 1980, on observe davantage un glissement vers les ONG, c'est-à-dire une utilisation accrue du soft power, détournant dans une large mesure la société civile. Et bien sûr, cela peut fonctionner de concert avec la puissance militaire. Mais y a-t-il eu une évolution dans les instruments utilisés pour renverser les gouvernements? Absolument. Et j'essaie de retracer cela dans mon livre. À l'époque, nous avions ce qu'on pourrait appeler le plan A. On envoyait simplement les marines. Je veux dire, quand nous avons décidé que le président Zelaya du Nicaragua ne servait plus les intérêts américains comme il le devait, nous avons simplement envoyé des soldats là-bas. Nous avons envoyé des canonnières et il a compris qu'il devait démissionner. C'était en 1909. C'est ainsi que nous procédions à cette époque. La diplomatie de la canonnière était une expression très appropriée pour cela. Hawaï aussi, non? Oui, Hawaï a traversé un processus très intéressant, car tout a commencé avec l'arrivée de missionnaires. Puis, les missionnaires, ou leurs fils, ont commencé à s'intéresser à l'argent et se sont tournés vers l'industrie sucrière. Ils voulaient rattacher Hawaï aux États-Unis afin de ne pas avoir à payer de droits de douane pour envoyer leur sucre ici. Ainsi, Hawaï fut la première fois qu'un gouvernement étranger fut renversé avec l'approbation de hauts responsables américains. L'USS Boston, un navire de guerre américain, participa activement à ce coup d'État. Le jour du coup, l'USS Boston débarqua quelques centaines de marins et de fusiliers marins, et ce fut la fin de la monarchie hawaïenne. C'est ainsi que nous procédions plus ou moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous sommes entrés dans une nouvelle période, l'ère de la CIA. Les années 1950 furent l'âge d'or de la CIA en matière de coups d'État. Nous en avons mené 2 particulièrement réussis, qui se sont révélés, dans les 2 cas, être des désastres spectaculaires à long terme. Nous avons renversé en 1953 la seule démocratie que l'Iran ait jamais connue, parce que ce gouvernement démocratique avait nationalisé le pétrole iranien. Fort de ce succès, la CIA a tourné son attention vers le Guatemala, où la United Fruit Company s'était plainte d'expropriation jugée oppressive par un gouvernement nationaliste. Et en 1954, nous avons renversé ce gouvernement. Durant la même période, nous avons déclenché une guerre civile en Indonésie. Nous avons lancé un complot pour renverser et assassiner Patrice Lumumba, le premier ministre du Congo. La CIA était alors très active, et cela devint une nouvelle manière de renverser des gouvernements. Le président Eisenhower, fervent partisan des actions clandestines, y voyait en réalité une sorte de projet de paix. Il avait été profondément marqué par le fait d'avoir envoyé des milliers de jeunes à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et d'avoir vu leurs corps revenir. Il considérait l'action clandestine comme un moyen d'éviter la guerre. Le programme de sécurité d'Eisenhower s'appelait le New Look, et il reposait sur 2 piliers, une armée permanente plus réduite et une dissuasion nucléaire renforcée. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'il existait un 3e pilier du New Look, l'action clandestine. C'était donc l'âge d'or de la CIA, des dizaines de milliers d'agents répartis dans le monde entier, travaillant généralement depuis le dernier étage de l'ambassade américaine. Ils suivaient une procédure opérationnelle standard. Les agents, dont beaucoup se faisaient passer pour des diplomates, se répandaient dans la société, rencontraient des personnes au sein du gouvernement et ailleurs, puis se mettaient au travail pour tenter de subvertir ou de soutenir le gouvernement selon la politique des États-Unis. C'était la norme. La même chose s'est produite au Chili en 1973, et souvent on faisait intervenir l'armée pour jouer le rôle décisif à la fin. Mais, comme vous l'avez souligné, cela a également changé au cours des années 1970.
De nombreux scandales graves ont terni l'image de la CIA et une forte pression en faveur de réformes s'est fait sentir. Et la CIA elle-même, en particulier sous William Casey, a compris que l'ancien modèle d'action clandestine avait fait son temps. L'une des raisons était que nous l'avions utilisé trop souvent. Les populations des pays visés connaissaient nos techniques, ce que des dirigeants comme Arbenz au Guatemala et Mossadegh en Iran ignoraient. Je veux dire, je pense qu'en Irak, nous avons essayé de bombarder tous les endroits où Saddam avait déjà mangé un falafel, mais nous n'avons pas réussi à les trouver, parce qu'à ce moment-là, ces gens savaient comment la CIA opérait. Nous sommes donc passés à la phase suivante, et c'est comme vous l'avez dit, l'ère des ONG. Pendant l'administration Reagan, le Congrès a créé le National Endowment for Democracy. Le vote a été serré. Certaines personnes y étaient farouchement opposées, car elles y voyaient ce que c'était réellement, une tentative d'ingérence dans les affaires d'autres pays. Mais la mesure a tout de même été approuvée. Le National Endowment for Democracy, par l'intermédiaire de ses filiales, a commencé à distribuer des dizaines de millions de dollars dans divers pays, notamment en Europe de l'Est, où nous voulions encourager certains types de changements. Et il y eut bientôt une telle armée de ces travailleurs d'ONG américaines disséminés dans tant de pays que je me rends compte aujourd'hui qu'ils ont même reçu un surnom en Europe de l'Est. On les appelait les Sorosites, d'après George Soros, qui était le principal promoteur de ce projet dans le secteur privé. Mais l'USAID et un certain nombre de fondations américaines dites de défense des droits de l'homme ou de la liberté, en réalité financées par le gouvernement des États-Unis, se sont ensuite installées dans des pays étrangers. Les responsables du National Endowment for Democracy ont été très francs en expliquant que nous faisons désormais ouvertement ce que la CIA faisait autrefois secrètement. Et c'était là le saut conceptuel. Dans cette nouvelle approche, il n'était plus nécessaire de garder des secrets puisqu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus à craindre que quelqu'un découvre qu'il s'agissait en réalité d'argent des États-Unis finançant ces initiatives. Tout figurait noir sur blanc. C'est donc la principale manière dont les États-Unis ont cherché à influencer les pays étrangers, en particulier, mais pas uniquement, l'Europe de l'Est. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase, et qui sait, avec la technologie numérique et tout le reste, où cela nous mènera. Mais je pense qu'il est juste de dire qu'en se fondant sur la tradition, l'histoire et la psychologie collective américaine, les États-Unis ne sont pas prêts de décider qu'ils ne devraient plus chercher à influencer la manière dont chaque pays du monde évolue. Nous pensons toujours que c'est notre droit, notre devoir, et comme nous l'entendons de la part de notre président actuel, c'est ainsi que nous allons nous enrichir. Ouais. Eh bien, je suppose que passer aux ONG, plutôt qu'à ces missions secrètes, était une bonne façon d'éviter d'être embarrassé quand les choses étaient révélées. Je veux dire, l'avantage des ONG, c'est qu'elles peuvent se cacher à la vue de tous. Elles peuvent dire « Eh, nous recevons 100% de notre financement du gouvernement, mais nous restons une organisation non gouvernementale. » Comme le National Endowment for Democracy. Ce n'est pas seulement une question de coup d'État. Nous en avons aussi dans ce pays. Et tu sais, ils financent des ONG locales. Donc si tu es comme moi et que tu as critiqué certaines guerres de l'OTAN, alors tu as des institutions comme le Comité d'Helsinki norvégien, qui est financé par le National Endowment for Democracy et Soros. Ils publient des articles à charge et essayent plus ou moins de te chasser des universités. Ce sont donc, disons, des institutions plutôt désagréables. Mais comment voyez-vous la situation aujourd'hui, alors que nous pourrions à nouveau nous diriger vers une guerre avec l'Iran, avec des conséquences imprévisibles?
On peut également remonter cela au coup d'État initial dont vous avez parlé plus tôt, en 1953. Quelles leçons pensez-vous que nous pouvons tirer de ce coup d'État et de la manière dont il a façonné l'Iran? Qu'en apprenons-nous, selon vous? Lorsque je suis allé pour la première fois en Iran, en tant que reporter pour un journal, je n'étais pas préparé, car je n'étais pas censé étudier l'Iran. C'était une série de circonstances étranges. J'ai été immédiatement frappé par l'immense contraste entre, d'un côté, la sophistication des Iraniens et la profondeur de leur histoire et de leur culture, et de l'autre, le caractère désagréable de leur gouvernement. Le fait qu'ils n'aient jamais réussi à consolider une démocratie. J'ai demandé aux gens pourquoi il en était ainsi. Et finalement, un homme bienveillant m'a dit quelque chose comme « Oh, nous avons eu une démocratie ici autrefois, jusqu'à ce que vous arriviez et que vous nous la preniez. » J'avais un vague souvenir qu'il y avait eu un coup d'État là-bas en 1953. Je me souviens avoir pensé, en rentrant chez moi, j'étais alors basé à Istanbul, que j'allais commander un livre pour découvrir ce qui s'était passé lors de ce coup d'État dont il parlait en 1953. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'existait aucun livre. Il n'y avait jamais eu de livre écrit à ce sujet. Aujourd'hui, je suis assez âgé pour me souvenir de la crise des otages, et je me rappelle très bien que l'un des thèmes principaux était que ces Iraniens agissaient par pur nihilisme, par pure haine. C'était une violation de toutes les lois divines et humaines. Ils le faisaient simplement par haine. Et cela, je pense, a façonné l'image que les Américains se font de l'Iran depuis lors. Au fil des années qui ont suivi la prise d'otages, plusieurs des preneurs d'otages ont écrit des articles ou des mémoires sur cet épisode. Et ils disent tous la même chose. Ils expliquent pourquoi ils ont agi ainsi, et ils ramènent tous l'histoire à 1953. En substance, ce qu'ils écrivent, si je peux le résumer, c'est ceci. En 1953, le peuple iranien a chassé le Shah. Mais la CIA, opérant depuis le sous-sol de l'ambassade des États-Unis, a organisé un coup d'État et a ramené le Shah au pouvoir. Cela nous a valu 25 ans de dictature. Et nous voilà en 1969. Le Shah a de nouveau fui, le même Shah. Et nous craignons que des agents de la CIA, travaillant dans le sous-sol de l'ambassade américaine, ne préparent un coup d'État pour le ramener. Pourquoi pensions-nous que cela pouvait arriver? Parce que c'est exactement ce qui s'était déjà produit une fois. Mais les Américains ignoraient qu'il y avait eu un coup d'État en Iran. Personne ne comprenait cela. Lorsqu'on a demandé à Jimmy Carter d'en parler lors d'une conférence de presse, il a répondu « Oh, c'est de l'histoire ancienne ». Ainsi, la perception que les Iraniens ont des relations irano-américaines et celles qu'en ont les Américains sont totalement différentes. Du point de vue américain, les relations entre les États-Unis et l'Iran commencent et se terminent avec la crise des otages. Cet épisode est profondément ancré dans la conscience collective. Nous n'avions pas de relation avant et nous n'en avons pas eu après. Tout s'est cristallisé dans cet événement. Mais les Iraniens voient les choses très différemment. Ils diraient que le grand événement qui a empoisonné nos relations, c'est lorsque vous avez renversé le Premier ministre Mossadegh en 1953. Cela a dérayé notre progression vers la démocratie et nous ne nous en sommes jamais remis. Ainsi, le coup d'État de 1953 fut le péché originel en Iran. C'était le moment où il semblait qu'une démocratie naissante pouvait émerger. Mais parce que c'était une démocratie, ses dirigeants devaient répondre à la volonté populaire. Et cette volonté populaire se concentrait sur la grande injustice nationale. Notre pays, assis sur un océan de pétrole. Mais tout cela appartenait à la Grande-Bretagne, alors nous voulions le reprendre. Rien que pendant ces quelques semaines de l'été 1953, une immense partie de l'histoire s'est jouée. Si les États-Unis n'avaient pas renversé la démocratie iranienne en 1953,
nous aurions peut-être eu une démocratie florissante et prospère au cœur du Moyen-Orient musulman. 70 ans plus tard, j'ai encore du mal à imaginer à quel point cette région aurait pu être différente si nous ne l'avions pas fait. Les conséquences de notre intervention en Iran sont très mauvaises. Et aujourd'hui encore, je remarque un syndrome que j'observe dans de nombreuses interventions. Nous avons le pouvoir de semer le chaos que nous voulons, mais nous ne réfléchissons pas vraiment à ce qui va se passer le lendemain, la semaine suivante ou l'année suivante. Parce qu'en tant qu'Américains, je pense que nous avons cette vision particulière selon laquelle nous pouvons tout gérer. Vous savez, l'Amérique s'est construite sur quelque chose que vous évoquez indirectement, la mentalité du « tout est possible ». Elle vous dit que si vous désirez vraiment quelque chose et que vous travaillez assez dur, vous finirez par l'obtenir. Et c'est une chose formidable. C'est ce qui nous a permis de peupler le continent, d'inventer l'avion et bien d'autres choses encore. Mais il y a un revers à cette mentalité du tout est possible. Elle vous fait croire que vous pouvez foncer dans des pays étrangers, dotés de traditions historiques très différentes et bien plus anciennes que les nôtres, agiter une baguette magique et transformer ces pays en ce que vous pensez qu'ils devraient être. Et je crois que ce genre d'arrogance, lorsqu'il se combine à la puissance militaire des États-Unis, représente un danger pour d'autres pays, et en ce moment, en particulier pour l'Iran. Les gens se plaignent souvent de la théocratie en Iran, qu'il est inacceptable d'avoir un gouvernement dirigé par des chefs religieux. Mais on oublie souvent qu'après le coup d'État de 1953, lorsque le Shah a été installé comme dictateur pour subordonner le pays aux intérêts occidentaux, la brutalité de la police secrète, la SAVAK, a coopté toutes les institutions de la société. Ils ont fini par suspendre toute opposition politique également. L'un des rares domaines qui n'avait pas été entièrement récupéré par l'État était celui des mosquées, car c'était un terrain sensible à investir. Il était donc assez logique que le discours politique s'y tienne. C'est devenu, je suppose, dans une certaine mesure, quelque chose de naturel que des idées et des dirigeants religieux organisent la résistance. Je veux dire, ce n'est pas si différent de la Pologne, où l'Église catholique s'opposait aux communistes. Mais quoi qu'il en soit, le fait que la révolution ait eu lieu avec des dirigeants religieux en première ligne, donnant naissance à une théocratie, on peut relier cela à la manière dont la dictature en Iran a été organisée. On oublie souvent que ces choses ne se sont pas produites dans le vide. Il y a une raison pour laquelle nous en sommes là. Mais tu as mentionné ce sujet intéressant du contre-coup. Le fait que les interventions créent souvent une instabilité à long terme, ainsi qu'un sentiment anti-américain parmi des populations qui auraient autrement pu être assez favorables aux États-Unis. Vois-tu cela comme un thème récurrent dans la plupart, voire dans tous les changements de régime? Il est certain qu'au cours des années 1950, l'opinion mondiale à l'égard des États-Unis a changé de manière spectaculaire. Je pense qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient admirés, presque vénérés, par la plupart des peuples du monde. Et je peux vous dire que c'était certainement le cas en Iran, où les seuls Américains présents étaient des missionnaires qui construisaient des hôpitaux et des écoles, sans jamais chercher à se montrer prédateurs comme les Britanniques ou les Russes. Mais au fil des années 1950, les coups d'État américains ont modifié l'opinion publique. Le coup d'État en Iran a envoyé un message aux élites montantes d'autres pays du Moyen-Orient. Les États-Unis préféraient les dictatures qui fournissaient du pétrole et n'allaient pas se satisfaire de démocratie. Cela a également suscité un ressentiment populaire envers les États-Unis. En 1954,
cela s'est certainement produit à la suite du coup d'État américain. D'immenses manifestations de protestation ont eu lieu dans toute l'Amérique latine, et cela moins d'une décennie après que les Américains eurent conduit le monde à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Frida Kahlo, alitée sur son lit de mort, dit à Diego Rivera « Je veux aller me joindre à la manifestation contre le coup d'État américain au Guatemala. » On peut voir des photographies d'elle, poussée dans son fauteuil roulant par Diego Rivera, en tête de cette immense manifestation. Ce fut sa dernière apparition publique. Elle mourut quelques jours plus tard. Mais c'est là toute l'ampleur de l'indignation que cela a provoqué. Et bien sûr, le coup de grâce porté à l'image de l'Amérique comme promotrice de la liberté et de la non-ingérence dans le monde fut l'invasion de la baie des Cochons à Cuba en 1961. Je pense que c'est la première fois que beaucoup de gens aux États-Unis et dans le monde ont entendu parler de la CIA, et cela a marqué la fin de l'âge d'or de l'agence, John F. Kennedy aurait dit à l'un de ses conseillers « J'aimerais prendre cette CIA et la déchirer en 1000 morceaux ». Il est donc indéniable que les actions clandestines ont suscité une très forte vague de ressentiment anti-américain à travers le monde. Je soutiendrai également que, sur le long terme, la plupart de ces interventions ont produit des résultats politiques défavorables aux États-Unis. Lorsque vous intervenez violemment dans la politique d'un autre pays, c'est un peu comme si vous lâchiez une roue du haut d'une colline. Vous pouvez la laisser partir, mais vous avez très peu de contrôle sur la façon dont elle rebondit et sur l'endroit où elle finit par s'arrêter. Ainsi, en Iran, nous pensions avoir obtenu le résultat idéal. Nous nous étions débarrassés d'un homme que nous n'aimions pas, Mossadegh, et nous avions installé un autre homme, le Shah, qui ferait tout ce que nous voulions. Cela semblait être la fin parfaite. Si seulement l'histoire pouvait cesser de se dérouler. Mais malheureusement, l'histoire continue de se dérouler et ces interventions ont des conséquences. C'est quelque chose que beaucoup d'Américains ont du mal à comprendre, car comme je l'ai dit, nous avons ce sentiment d'être assez puissants pour surmonter n'importe quel effet. Quoi qu'il arrive, nous pensons pouvoir le contrôler. Mais l'Iran en est un parfait exemple. Nous vivons encore aujourd'hui avec les conséquences à long terme de notre coup d'État de 1953. Nous avons lancé ces opérations pour résoudre un problème immédiat. Mais dès que l'on commence à parler des implications à long terme, on perd essentiellement l'intérêt des gens à Washington, car le système politique n'est tout simplement pas conçu pour récompenser ceux qui réfléchissent aux conséquences à long terme. Je veux cependant comprendre la tendance américaine à l'excès de confiance. Car souvent, lorsqu'il y a un changement de régime ou une révolution, quand on arrache les racines de l'ancien gouvernement, le résultat habituel est que des forces très brutales s'imposent au sommet s'il y a une lutte interne. Ainsi, par exemple, en Syrie, il ne devrait pas nous surprendre que Jolani et ses sbires de l'État islamique aient pris le pouvoir. De plus, après des coups d'État, on observe souvent un recours à une violence extrême en l'absence d'autres formes de légitimité. On le voit après la Révolution française, la Révolution bolchevique, la Révolution iranienne, toutes, dans une large mesure, fondées sur de réelles préoccupations concernant les droits humains et les libertés, mais qui aboutissent ensuite à une répression très brutale. La seule exception que l'on trouve dans le monde serait les États-Unis. Les Américains ont fait une révolution, et cela a abouti à une constitution très libérale. Pas le genre de brutalité qu'on a pu observer dans presque toutes les autres régions du monde. Penses-tu que cela fait partie de l'hypothèse selon laquelle la condition naturelle, si l'on renverse simplement un gouvernement, serait, tu sais, que les gens ne seraient essentiellement gouvernés par personne et que ce serait pacifique et stable? Parce que tu sais,
Cette idée de petit gouvernement et tout ce qui s'y rattache est aussi un thème très important dans la pensée politique américaine. Non? Ou est-ce simplement un manque de compréhension des complexités culturelles, politiques ou historiques des autres pays? Eh bien, nous ne faisons pas dans la complexité. George Bush a dit un jour, de façon célèbre, « Je ne fais pas dans la nuance ». Donc, pour lui, si on lui avait parlé des chiites et des sunnites en Irak, il aurait peut-être répondu « Je me souviens d'une époque où deux types se disputaient le poste de maître de poste à Galveston, et j'ai dû passer un accord. Je peux bien gérer les sunnites et les chiites aussi. » Vous savez, dans l'Antiquité, avant que l'évolution ne soit comprise, il existait diverses théories sur l'origine de la vie. L'une des plus populaires dans la Grèce antique était ce qu'on appelait la génération spontanée. L'idée que si l'on avait suffisamment de boue, de pluie et de soleil, une salamandre finirait par en sortir. Je pense que les Américains envisagent les crises mondiales de cette manière, comme si elles relevaient de la génération spontanée, qu'elles surgissaient de nulle part. Et c'est pourquoi l'écrivain Gore Vidal a suggéré que nous devions baptiser notre pays, les États-Unis, d'amnésie. Tu as tout à fait raison de dire que lorsque le couvercle est soulevé sur un État institutionnel, il est logique que les groupes les plus violents remontent à la surface. On l'a vu lors de la Révolution russe, un exemple parfait. Si tu es prêt à tuer tous tes adversaires et que les autres groupes ne sont pas prêts à tuer les leurs, tu vas triompher. Aux États-Unis, cela ne s'est pas produit, en partie, je pense. Parce que la Révolution américaine n'était pas une véritable révolution, c'était une guerre d'indépendance. Une révolution est un processus qui détruit la structure sociale existante. Et cela ne s'est pas produit aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé à Cuba, c'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé en Russie, mais la nôtre ressemblait davantage à une guerre d'indépendance. Les institutions du pays d'origine. Je ne pense donc pas qu'il y ait eu la même volonté de venger des torts terribles, car ces torts n'étaient pas aussi graves que dans d'autres pays. Mais vous avez mentionné la légitimité. L'un des problèmes auxquels les gouvernements sont confrontés lorsqu'ils accèdent au pouvoir à la suite d'une intervention étrangère, c'est qu'ils ne parviennent jamais à s'établir comme véritablement légitimes. Le grand exemple de cela est le Shah. Il a régné pendant 25 ans, mais il a toujours été illégitime. Il a toujours été perçu comme celui qui était arrivé au pouvoir grâce à une intervention étrangère et qui s'y était maintenu grâce à des relations fastueuses avec des puissances extérieures. C'est presque une garantie que les personnes que les Américains placent au pouvoir ont toujours du mal à s'imposer comme des dirigeants que les autres souhaitent suivre. Et puis, bien sûr, il y a le même syndrome. Comme les gens ne veulent pas suivre ces dirigeants, ils se rebellent. Alors les États-Unis doivent intervenir à nouveau pour les protéger. Et c'est un cycle que l'on a vu se répéter encore et encore, en particulier dans le bassin des Caraïbes. Mais cela montre que le simple fait d'installer un dirigeant que l'on apprécie ne marque pas la fin de l'histoire. Ce sont des schémas qui se reproduisent sans cesse. Vous savez, je donne à mes étudiants toute une liste de définitions de ce qu'est l'histoire, et l'une de celles que j'aime particulièrement vient de Hegel. Il disait que la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons pas de l'histoire. Et cela ferait certainement un bon slogan pour examiner la politique étrangère américaine telle qu'elle est aujourd'hui et la comparer à ce qui l'a précédée. Eh bien, si l'on examine une autre question d'actualité avec l'Ukraine, ils ont eux aussi connu un changement de régime. En fait, ils en ont eu deux. Le premier a eu lieu en 2004, et cela ne s'est pas vraiment bien passé. Je me souviens qu'en 2009, Newsweek avait publié un article disant
en substance qu'à cette époque, Yushchenko était le dirigeant le plus impopulaire du monde. Il avait quelque chose comme 2,7% d'opinion favorable, ce qui signifiait pratiquement aucune concurrence, simplement le pire au monde. Et bien sûr, le fait d'être perçu comme dirigé depuis l'étranger n'était pas idéal non plus. Ensuite, ils sont revenus à Yanukovych, mais en 2014, la même chose s'est reproduite, un autre changement de régime. Mais cette fois, cela s'est accompagné d'une guerre avec la Russie, ce qui les a rendus très dépendants de l'Occident. Ainsi, au lieu d'être ceux qui étaient renversés, ils sont devenus en quelque sorte les défenseurs. Alors, comment voyez-vous ce changement de régime par rapport aux autres? L'histoire de l'Ukraine est véritablement déchirante. Lorsque l'Ukraine est sortie des décombres de l'Union soviétique, on pensait qu'elle pourrait devenir une version centre-européenne de la France. Elle possédait des industries, une population très instruite, un taux d'alphabétisation élevé, une situation géographique avantageuse, de bonnes ressources naturelles. Elle était industrialisée. Elle avait tout pour réussir. Et tout ce qu'il fallait pour concrétiser cette ambition, c'était de garder une certaine distance avec la nouvelle guerre froide émergente, c'est-à-dire faire de l'Ukraine un pont entre l'Est et l'Ouest, et non un territoire disputé par les deux camps. Mais les États-Unis en particulier n'étaient pas prêts à l'accepter. Cela me ramène à un événement survenu en Europe quelques décennies plus tôt, le traité d'État autrichien de 1955. Si vous vous en souvenez, après la Seconde Guerre mondiale, les troupes russes et occidentales occupaient l'Autriche. Et les Soviétiques ont absolument refusé de retirer leurs troupes, à moins qu'il n'y ait une garantie d'une Autriche définitivement neutre. Eisenhower détestait cette idée. Il ne voulait pas que l'Autriche soit un pont entre l'Est et l'Ouest. Il voulait qu'elle appartienne à l'Ouest. Il a résisté pendant des années avant de finalement céder et d'accepter ce traité d'État autrichien, qui stipule qu'aucune troupe étrangère ne peut jamais être stationnée sur le sol autrichien et que l'Autriche restera en permanence neutre. Cela a été inscrit dans la Constitution autrichienne. Cela aurait été un modèle parfait pour l'Ukraine. Mais les Américains n'ont pas aimé cette idée, pour la même raison qu'Eisenhower n'aimait pas l'accord autrichien. Cela signifiait que nous ne gagnions pas l'Ukraine. Personne ne la gagne. Et cela ne nous suffit pas. Nous ne voulions pas le laisser en dehors de notre sphère d'influence. C'est un grand thème à Washington. Biden disait souvent qu'il n'existait plus de sphère d'influence. Mais en réalité, les États-Unis considèrent que le monde entier, à l'exception de la Russie, de la Chine, de l'Iran et de quelques autres endroits, fait partie de leur sphère d'influence. Nous avons inventé cet argument fallacieux selon lequel chaque pays devrait être libre de choisir ses propres partenaires en matière de sécurité. Par conséquent, si l'Ukraine voulait rejoindre l'OTAN, devenir une alliée des États-Unis et accueillir des forces américaines sur son sol, c'était l'affaire de l'Ukraine. Tout Américain comprend que nous ne tolérerions jamais une base militaire chinoise à Veracruz, au Mexique, ni une base aérienne russe au Québec. Nous ne tolérions jamais, et nous raison. C'était donc un argument vraiment de mauvaise foi. Nous avons poussé l'Ukraine dans cette confrontation avec la Russie, et la dévastation que cela provoque est absolument terrible. Quand on a connu la guerre, comme moi en tant que correspondant, on se rend vraiment compte que la guerre est la pire chose au monde. Et cette guerre menace d'exploser et de tuer de plus en plus de gens. Mais tout tourne autour de la question de savoir où se situera la frontière du Donbass. J'ai le sentiment que l'Ukraine a été poussée dans cette position en grande partie par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. Et je trouve cynique que les États-Unis considèrent que la guerre en Ukraine est une bonne chose pour eux parce qu'on tue des Russes et qu'aucun Américain ne meurt.
Cela montre donc l'échec que le monde a commis à la suite de la guerre froide. Vous savez, George H.W. Bush semblait vouloir dépasser les divisions de la guerre froide. Mais ensuite, lorsque Clinton est arrivé, il s'est empressé d'adopter l'idée que l'OTAN devait s'élargir. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons simplement pris l'ancienne ligne de division qui séparait l'Europe pendant la guerre froide et l'avons déplacée de quelques centaines de kilomètres vers l'Est. L'idée que les États-Unis puissent permettre à ces pays de développer leurs propres relations avec la Russie semblait inconcevable à Washington. Le sentiment anti-russe y a toujours été intense. C'est un héritage de l'antisoviétisme. C'est anticommuniste. Tout cela se mélange un peu. Et les pays européens ont perdu tellement de créativité stratégique que leur seule réaction concevable à la menace qu'ils perçoivent de la Russie est de s'armer et de se préparer à la guerre. L'idée de tenter de créer une architecture de sécurité en Europe qui inclurait également les intérêts russes, réduisant ainsi le risque de guerre, ne semble pas leur venir à l'esprit. Je vois donc l'Europe dans la position étrange d'alimenter cet effort de guerre, alors même que les États-Unis semblent s'en retirer. Et cela me fait réfléchir, en tant que personne qui a étudié l'histoire, au rôle de l'Europe comme inventrice essentielle de la diplomatie moderne. C'est là que se trouve l'histoire diplomatique, en Europe. Et ces pays l'ont pratiquée de manière très intense. Mais aujourd'hui, l'Europe ne semble plus capable d'utiliser la diplomatie pour résoudre ces défis. Alors qu'en Asie de l'Est, en revanche, les divisions et les haines sont bien plus profondes que tout ce qu'on trouve en Europe, ils semblent les dépasser et parviennent à coexister sans se battre, d'une manière qui produit la prospérité pour tous. Donc, si vous faites partie de ceux qui pensent que l'ère de la puissance atlantique et de la puissance européenne, apparue au cours des 500 dernières années, touche à sa fin, c'en est une preuve assez convaincante. C'est toujours un bon argument. Que la diplomatie moderne, qu'on la fasse remonter en Europe à 1648 ou à 1815, a en grande partie disparu aujourd'hui. Il y a cette idée selon laquelle la diplomatie consisterait simplement à s'asseoir dans une pièce avec des gens avec qui l'on est déjà d'accord, ce que j'ai du mal à comprendre. Je dis souvent que je comprends la position ukrainienne, je comprends la position russe, je comprends même la position américaine, mais la position européenne est très déroutante. Juste une dernière question, puisque vous avez mentionné la question du contre-coup. Les conséquences imprévues étant souvent un élément clé. À quel type de contre-coup pensez-vous que nous pourrions être confrontés à la suite de ce changement de régime en Ukraine, il y a maintenant 12 ans? Eh bien, le pire effet a été la dévastation de l'Ukraine et la mort de dizaines de milliers d'Ukrainiens et de Russes. Je pense que nous avons clairement envoyé un message à la Russie. L'Occident ne veut plus rien avoir à faire avec elle, et la Russie doit trouver d'autres partenaires en matière de sécurité. C'est quelque chose de très dommageable, et ce n'était pas nécessaire. J'aimerais penser que la situation en Ukraine amènerait les pays européens à repenser leur approche de leur environnement sécuritaire, mais rien ne semble l'indiquer. Il est intéressant de constater qu'à présent, l'Europe se retrouve, plus ou moins, livrée à elle-même, essayant de combler le vide laissé par les États-Unis. Mais je continue, peut-être que je partage cela avec vous, à avoir du mal à comprendre ce que pensent certains de mes amis, par exemple en Allemagne. Ils estiment qu'ils doivent rétablir la conscription, qu'ils doivent renforcer les autoroutes pour que les chars puissent y circuler. Et si vous suggérez que dialoguer avec l'adversaire pourrait être une bonne façon de réduire la possibilité d'une telle guerre, on vous considère comme un partisan de l'apaisement.
En fait, la simple mention de l'apaisement déclenche une réaction profonde dans l'esprit stratégique américain. Je pense que le plus grand stéréotype en un mot, ou mot Rorschach issu de la Seconde Guerre mondiale, c'est Munich. Madeleine Albright l'utilisait souvent. Je me souviens que lorsqu'un de ses assistants a suggéré d'adoucir certaines des exigences que nous formulions à l'égard de Slobodan Milosevic en Yougoslavie, elle a répondu « Où pensez-vous que nous sommes ? À Munich ?» Munich faisant bien sûr référence à la décision de Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique, de permettre à Hitler de prendre une partie de la Tchécoslovaquie, est devenu dans notre psychologie collective un mot codé pour désigner l'apaisement, la capitulation et la diplomatie. Ainsi, Munich signifie essentiellement que la diplomatie n'est qu'un mensonge. La diplomatie ne fonctionnera jamais. Oubliez cela, ce n'est pas un instrument utile des relations internationales. Et si vous croyez cela, alors vous avez en réalité détruit toute l'institution de la coopération internationale. Toutes ces institutions ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement pour servir les intérêts des États-Unis. Et maintenant, en les détruisant délibérément, nous ouvrons le monde à des défis qui n'existeraient pas autrement. Je pense donc que c'est l'un des véritables effets de retour de flamme. Nous avons ouvert un vaste espace aux puissances concurrentes. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais cela le devient à cause de la réaction que cela pourrait provoquer du côté des États-Unis. Le grand défi à venir pour les États-Unis sera de s'adapter à un monde plus multipolaire, un monde que nous ne dirigeons pas. Si nous parvenons à le faire pacifiquement, il y a un espoir de stabilité à long terme dans le monde. Mais il y a toujours le danger que les États-Unis se rebellent contre cela et mènent des guerres afin d'empêcher leur chute du statut de puissance dominante mondiale. Mais c'est ainsi que va le monde. Le gouvernement et le système politique américain accepteront-ils cela? Et pour la première fois dans notre histoire moderne, deviendront-ils un pays qui n'a pas besoin de diriger le monde entier pour y vivre et en tirer profit? Ou bien sommes-nous tellement prisonniers de cette vision de nous-mêmes que l'émergence d'autres puissances nous terrifiera et nous conduira à des interventions militaires inutiles et contre-productives? Tu sais, je pense que cette référence à Munich est très néfaste. D'abord, comme tu l'as dit, elle part du principe que la paix exige la guerre, que la diplomatie et les négociations ne font qu'encourager l'adversaire. C'est exactement le langage que nous utilisons aujourd'hui. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler aux Russes, parce que leur parler est perçu comme une récompense pour leur agression. C'est ça, la logique. Mais si ce n'était qu'aujourd'hui, ce serait une chose. Milosevic était un autre Hitler, Saddam Hussein, Kadhafi, Assad, l'Ayatollah, Poutine, les chiites, peu importe. Chaque fois que nous rencontrons un adversaire, nous ressortons l'idée qu'il est la dernière réincarnation d'Hitler. Et ensuite, nous en arrivons à cette leçon de Munich selon laquelle nous ne pouvons pas leur parler, car cela ne ferait que les encourager davantage. Nous devons leur imposer un coup. Et ils le disent très ouvertement maintenant. Nous devons leur imposer un coup. Sinon, et seul fanditement, toute diplomatie devient une récompense. Eh bien, les négociations en temps de guerre sont toujours le résultat de la position des troupes sur le terrain. Les Américains ont continué à entretenir cette illusion que, s'ils attendaient encore et encore, les choses finiraient par changer, que les Russes changeraient d'avis, qu'ils s'affaibliraient et que nous pourrions les assommer. Pendant ce temps, aucun soldat américain ne meurt. Je vois toutefois l'Ukraine comme un signe avant-coureur potentiel. D'autres pays pourraient suivre cette voie. Et je suis très inquiet à propos de l'Iran en ce moment. Je vois la possibilité d'un conflit majeur à l'intérieur de l'Iran.
J'espère donc que les Américains ne déclenchent pas une nouvelle série d'interventions autodestructrices. Mais si c'est le cas, nous ne ferions que rester fidèles à notre longue histoire et à notre tradition. Eh bien, je comprends que vous avez un autre livre qui va bientôt paraître. Alors j'espère que vous pourrez revenir dans l'émission plus tard cette année lorsqu'il sera sorti. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est un privilège j'aime être avec vous. Merci beaucoup.